Mercredi 15 janvier 2020, bienvenue aux 20h, voici les grandes articulations du journal. La digue immergée d'Avlekete et l'Eldorado Beach ont reçu hier la visite du chef de l'État. Le président de la République est allé apprécier en personne l'évolution et la qualité des travaux en cours, occasion pour les populations d'exprimer leur satisfaction et reconnaissance. Deux rencontres de taille au programme demain pour les coopératives d'aménagement, des rendez-vous longtemps attendus pour la relance des activités des coopératives. Le préfet de l'Atlantique annonce le programme des dites rencontres dans ce 20h. Puis en page culture, on parlera encore du culte vaudou. Que comprendre de la transe et la façon de tuer les animaux en sacrifice au cours des manifestations? C'est ce que nous propose en magazine Ghislain Couguet. Bonsoir à tous. Supervision de la réalisation des projets phares du programme d'action du gouvernement. Et c'est le chef de l'État qui était hier sur les sites de la digue immergée d'Avlekete et à Cotonou, PLM Alejo, Eldorado Beach. Satisfait de l'évolution des travaux, le président Patrice Talon a donné quelques consignes pour des finitions qui répondent aux normes esthétiques et attrayantes voulues. Retour sur les images et sons avec Jérôme Humbo et Yves Godopessi. Sur le prolongement de la route des pêches, après quelques kilomètres, nous entrons dans la ville de Ouida. Ici, à Avlekete, se dresse un projet de protection et de valorisation d'un segment prioritaire. Le président Patrice Talon vient superviser les travaux pour la construction d'une digue immergée sur 4 km de côte par un dragage de 2 millions de mètres cubes de sable. Là, nous sommes pratiquement à 80% de taux de réalisation. Et on va vers la fin du projet, notamment vers fin mars. Si tout va bien, on a fini la digue, on a fini de remblayer la plage pour que ça devienne vraiment une zone balnéaire. Vous savez qu'on a déjà des réservations assez importantes comme le Club Med, comme Bayan Trees, donc les hôtels s'annoncent déjà. Donc le chef d'État a voulu s'assurer que tout se passe bien. Les travaux ont démarré avec l'entreprise Yam de Nul le 6 décembre 2018. Les remarques du chef de l'État sont relatives entre autres à la profondeur, à la sécurité des nageurs et à une exploitation judicieuse de l'ouvrage. 20 mètres, là, on a trop de profondeur, il y a trop de volume d'eau. Il est un fait que quand on fera le rechargement de la plage, il y a une partie qui va... Il ne faut pas faire semblant. Est-ce qu'il n'y a pas le retour de vagues, ne crée pas un mouvement vers les rochers pour les nageurs? Nous avons la digue comme ça. Le lac marin là, il y a quand même un petit retour de vagues. Il y a un petit mouvement. Il doit y avoir des turbulences juste à côté, mais ce qu'on voit, c'est que les vagues passent au-dessus de la digue et puis elles continuent jusque vers la plage. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque que les nageurs proches de la digue soient projetés contre les pierres? Il y aura toujours le mouvement des vagues qui passent au-dessus. Donc normalement, ça devrait je crois peut-être à 1 ou 2 mètres ou 5-10 mètres des pierres, il ne faut pas aller jusque-là. Il faut garder un peu ces distances quand même, des distances de sécurité. Les populations d'Avlekete ont été sensibilisées sur le sens de civisme et les avantages à tirer de cette œuvre. Que cette année vous soit prospère et que les travaux ne vous créent pas trop de peine. Nous serons en joie à la fin, dans quelques années. Mais il faut un peu de sacrifice, quelle que soit la situation. Prenez patience et discutez-en avec les responsables. Votre bien-être me préoccupe énormément. Je voudrais demander aux populations vraiment d'être non seulement attentives mais patientes. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, ce n'est pas encore perceptible ce qui va sortir de ce projet-là. Mais au bout du rouleau, ils comprendront que c'était pour leur bien, que c'est pour eux-mêmes que nous sommes en train de faire ça. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on fera tout pour qu'ils ne se sentent pas brimés
Mais on fera en sorte quand même de pouvoir leur permettre de poursuivre leur activité. Mais toujours est-il que ces genres de choses nécessitent quand même un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre pour sécuriser d'abord les lieux. Le cortège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers Akpakpa sur le plus beau site balnéaire du Bénin, Cotonou PLM Alejo, Eldorado Beach Club. Lors de son passage en 2018, le premier magistrat a instruit pour la construction d'un lac marin. Les travaux sont totalement finis. Vous avez vu la digue, le lac marin est créé et nous sommes en train de voir quels sont les aménagements qui vont accompagner ça. Donc cette sortie du chef de l'État a été totalement dédiée aux aménagements balnéaires et à la protection côtière et comment nous lançons maintenant les projets de développement hôtelier et touristique sur ces deux sites. Par ailleurs, sur les deux sites visités, les populations se sont illégalement installées sur le domaine public maritime. Une fois encore, le père de la nation a fait parler son cœur. Normalement, ce n'est pas un domaine qui donne droit à une indemnisation. Mais le chef d'État nous a instruits pour qu'on regarde les mesures d'accompagnement qu'on peut leur proposer, comme ça a été fait à Akpakpa de Domé. Et vous avez vu que tout le monde était content. Et nous avons été instruits pour régler très rapidement ce problème, puisque ce problème doit être bouclé avant que le dragage de ça pour emblayer et tracer le trait de côte dans cette zone soit fait. C'est une nouvelle politique du gouvernement basée sur une gestion rationnelle et durable de l'ensemble du littoral. Il s'agit in fine pour le président Patrice Talon de mettre les populations dans un environnement récréo-touristique, créateur d'emplois et de richesses. Et pour lui, rien d'impossible, à cœur déterminé. Les populations d'Avlekété et de PLM Alejo rencontrées à cette occasion de la visite de site du chef de l'État se disent confiantes quant au projet novateur initié par le président de la République en leur faveur. Écoutons ici quelques citoyens au micro de nos reporters Jérôme Hungbo et Yves Agodopessi. Ça va amener beaucoup d'étrangers et ça va développer le pays. Nous lui remercions beaucoup de son talent d'ingénieur de ce pays. Nous avons vu même Togan, des bois de Tomito et les points. Nous avons fait des caméras, des gars avec des caméras, mais pêcher leur. Et vu mi town, beau vu mi bon, et oh, à Waïdje mi. Bon, yon mi. Avec des villes, mais du road, mais bien, Waïdje ben. Donc, on a gagné à Tomito, mais Togan, mais on a mis on a gagné. Bon, et vu avec des caméras bi. Nous, les pêcheurs, sommes très heureux d'accueillir pour la première fois un chef d'État. Nous souhaitons que les populations d'Avlekété et de Ouida soient en joie à cause de ce grand projet. Ma maman est tombée 3 fois sur la voie là. Et maintenant là, on a la route. On est trop contents. Ce qu'on a déjà vu là, le président quand il parle, il fait. Donc c'est pour ça on le félicite et Dieu va le garder. Nous sommes en joie parce que le président nous a rassurés. Soyons tous confiants. Patrice Talon est un homme de parole. Les réalisations du président Patrice Talon nous donnent espoir, nous les jeunes. Il travaille beaucoup et on le remercie. Autre projet du programme d'action du gouvernement, c'est l'assainissement des berges lagunaires. Les berges lagunaires de Cotonou bientôt assainies. Et l'acte 1 de cette opération, c'est la libération de l'espace. Jadis sous l'emprise d'une occupation illégale, cette zone géographique va changer de visage. Tracteurs et matos font déjà le ménage et c'est un constat signé Eman Rodrigamega. Avec ses dernières forces, Alexandre tente de récupérer ce qu'il reste de ce qui est, il y a encore quelques heures, son abri. Lui-même rapporte qu'il s'y attendait, car à maintes reprises prévenu. Mais le temps joue contre lui. Vu de haut, la berge lagunaire présente l'image d'un champ de ruines, avec des gravats à perte de vue. Ici, un cordon de sécurité ceinture l'espace, à l'image d'une scène de crime.
Sous son regard peiné et ses bras impuissants, Bernard se voit démolir son immeuble, mais reconnaît la justesse de la cause. Je suis très heureux parce que je sais qu'après tout ce travail, le pays sera bien développé. Ça va nous donner aussi à nous-mêmes de nous développer encore plus. À mesure que le tracteur enfonce ses dents dans le mur, la jouissance est totale pour nombre de jeunes venus spontanément contribuer à l'opération. Le seul espoir, voir une berge transfigurée. Et moi j'ai grandi ici. Vraiment ici était un peu sale. Vous voyez, donc déjà depuis que le préfet est venu là, je vois qu'il y a des lieux qui sont devenus un peu propres. À propos de ce que le préfet nous a dit, il nous a dit que si jamais il casse ici là, d'ici quelques temps là, que le lieu va devenir propre. Et peu de temps maintenant, on va commencer par venir ici les soirs pour prendre du lait. Là, ceux qui sont à l'extérieur là, comme les Bruns là, ils aussi ils vont assister. Ils vont commencer par visiter le pays. Et c'est bien pour nous. C'est une équipe de la préfecture qui supervise l'opération. Elle donne des directives et s'assure que le dernier hangar maladroitement érigé est démoli. La préfecture de Cotonou a pour rôle principal de dégager les occupants illégaux qui sont le long de la berge. Donc nous avons 6 semaines pour essayer de dégager tous ceux qui sont au niveau de la berge. Des cendres de ces déchets vont naître des infrastructures durables. Le gouvernement a un plan d'aménagement. Pour l'instant, tout tourne comme une horloge à la perfection. Une berge lagunaire dégagée, laissant rien que des déchets, à l'image de ces gravats qui se consument encore. Un passage obligatoire pour l'assainissement et l'aménagement d'un espace dont la situation géographique permet une valorisation à bon escient. Et justement, au sujet de cette libération des berges lagunaires, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et de l'exécutif, à travers cette opération, Maître Alain Orunla était face à la presse cet après-midi pour expliquer le but visé par le gouvernement. Nous vous proposons de suivre son intervention. Cette opération de libération de la berge lagunaire est une opération impopulaire mais nécessaire. Le président de la République, qui a toujours été ferme dans ce qu'il faut faire pour que le pays avance, et l'a rappelé à l'occasion de ses vœux aux chefs d'institution, a bien dit que les responsables politiques, y compris lui le premier, doivent prendre leurs responsabilités, que ça fasse mal ou pas, afin que le pays avance. Et dans un précédent compte rendu en votre présence, nous avons rappelé que la société de gestion des déchets ménagers solides, donc du lac Nokwe, allait démarrer ses activités et que le préalable à ces activités, c'est de débarrasser le pays des 1000 points noirs, c'est-à-dire des tas d'ordures sauvages, de ces immondices qui encombrent l'environnement. Mais la libération de ces berges lagunaires participe de cette opération puisque squattent sur le terrain non seulement des gens qui n'y ont pas droit, mais des constructions qui dénaturent l'environnement et surtout ces points noirs, ces tas d'ordures, ces tas d'immondices qui polluent l'environnement, polluent l'atmosphère et polluent même la vue. Dans d'autres pays, aux abords des lacs, vous avez des endroits reposants, des endroits propres qui ne peuvent donc tolérer que nous ayons ces déchets. Alors, même si ça ne va pas être facile, cela se fera pour l'assainissement du cadre de vie. Et fort heureusement, les échos qui nous parviennent indiquent que nos compatriotes comprennent très bien la nécessité de cet assainissement, puisque c'est pour le bien-être de tous, acceptent l'opération et sont manifestement prêts à l'accompagner. C'est vous dire que cette opération a lieu, se poursuivra, ira jusqu'à son terme, afin que nous parvenions à une opération de plus grande envergure, à savoir l'assainissement complet de ce lac et de ses abords.
Et le programme d'action du gouvernement, c'est aussi le projet de modernisation des marchés. À cet effet, il s'est tenu une cérémonie de remise officielle par la municipalité de Porto Novo des sites devant abriter très prochainement deux marchés entièrement reconstruits et modernisés à l'agence du cadre de vie. Et il s'agit des marchés Arwangbo et Wando. Brice Hungbo, Kioma Viennou pour le reportage. Jour de marché à Arwangbo, un marché secondaire de la municipalité de Porto Novo. C'est ce lundi que la municipalité remet officiellement au ministère du cadre de vie les sites devant abriter dans les 15 prochains mois les marchés modernisés de Arwangbo et de Wando pour le grand bonheur des usagers des 10 marchés. Des marchés de Porto Novo inscrits dans le lot 2 du projet de construction et de modernisation de 35 marchés locaux décidés récemment en Conseil des ministres. La première phase qui concernait 9 marchés à Cotonou a été lancée et le ministre du cadre de vie pour le développement durable a lancé le projet le 12 décembre dernier. Deux anciens marchés très fréquentés de Porto Novo sont concernés par le projet, Arwangbo et Wando. Deux infrastructures marchandes qui vont subir une métamorphose sans précédent à la faveur de ce projet initié par le gouvernement du Bénin révélé 3 ans plus tôt. Aujourd'hui, dans nos marchés, nous avons des hangars, nous avons des marchés qui ne sont pas suffisamment assainis. Nous avons des marchés où nous avons déficit de nombre de places. Nous avons aussi des marchés où, quand il pleut, quand le soleil est là, la pluie et le soleil tapent. Pour le conseil municipal, c'est le soulagement surtout pour le fait que les marchés à Arwangbo et Wando soient retenus. Le marché central de Porto Novo était l'un des plus grands marchés de la sous-région. On venait depuis le Sénégal à se ravitailler ici à Porto Novo. Mais depuis l'indépendance, Porto Novo a été abandonné, le marché a été abandonné et tout se meurt. Mais grâce à un homme de vision, Porto Novo est en train de connaître sa renaissance. À l'instar des marchés à Arwangbo et Wando à Porto Novo, les marchés Hundro à Abomey, Kokokodi à Abomey-Calavi, Guéma à Parakou et le marché central de Djougou sont concernés par le projet. Les membres des coopératives d'aménagement rural seront en double assemblée générale dès demain jeudi. En prélude à ces rencontres de tous les espoirs pour la relance de la filière palmier à huile, le préfet de l'Atlantique a eu une séance de travail avec les acteurs et c'était ce matin à la préfecture à Alada. Jean-Claude James, Bruno Coutepo pour le reportage. Une assemblée générale extraordinaire et une ordinaire. Deux rencontres qui se déroulent respectivement les 16 et 17 janvier. Des rendez-vous importants pour ces acteurs de la filière palmier à huile, longtemps secoués par une crise. Il ne saurait en être autrement, sachant que ces jours portent assurément la marque d'une autre étape, pour le moins décisive, dans la résorption de cette longue crise qui, depuis bien des lustres, s'est emparée de nos coopératives d'aménagement rural et de leur union régionale, avec son lot de confusion, de gabegies et d'événements dramatiques. À quelques heures de ces AG, le préfet a jugé utile cette séance d'échange qui a réuni toutes les parties prenantes, coopérateurs, maires des communes de Ouida et de Zé et les acteurs de la justice pour des mises au point. La plus lourde part en revient aux acteurs directs de la filière. J'en appelle donc à votre sens de l'ordre, de la discipline. Bref, à la sagesse des uns et des autres afin que tout se déroule comme il se doit, dans le sens de la préservation de l'intérêt général. De toute façon, pour notre part, toutes les dispositions qui s'imposent sont déjà prises à cet effet. Pour parvenir à ces assemblées générales, il a fallu l'implication personnelle du chef de l'État dans la résolution d'une crise vieille de plusieurs années. Aussi, est-ce plein d'allégresse que je voudrais, au nom des populations en général, des acteurs de la filière en particulier, naturellement en mon nom propre, réitérer humblement
vivement et singulièrement notre profonde gratitude au chef de l'État pour sa contribution sine qua non, en l'occurrence sans toutefois oublier l'ensemble du gouvernement de la rupture et du nouveau départ, mais en particulier les ministres ayant respectivement en charge l'agriculture, la justice, la sécurité et la décentralisation pour leur déterminante prise de part en la matière. Et je voudrais remercier les présidents Akpaonka, les présidents Wessou et les présidents Finkon pour leur implication, leur investissement pour que nous en soyons là aujourd'hui. Les participants à cette séance se sont séparés après un engagement ferme, celui de jouer leur partition afin que les objectifs des assemblées soient atteints. Voyons à présent cette audience du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication avec l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin. La rencontre a eu lieu dans la soirée d'hier mardi et plusieurs points étaient au menu des échanges, notamment les relations entre les deux pays sur le plan médiatique. C'est une visite de courtoisie dans laquelle j'ai premièrement félicité le président et souhaité une bonne année 2020. Et j'ai aussi exprimé la disponibilité de la Turquie de développer les relations dans tous les domaines, y compris dans l'audiovisuel, et entre l'ARAC et l'organisation similaire qui existe en Turquie. Nous avons parlé aussi des médias au Bénin et en Turquie, deux pays où les médias sont en plein développement. Et nous avons aussi parlé de différents cadres internationaux où la Turquie et les Bénin sont membres. Et j'ai constaté qu'il y a une disponibilité, une volonté de développer les relations entre les deux pays, aussi dans ce domaine de l'audiovisuel. Et donc, depuis que je suis ici, depuis 1 an, je constate qu'il y a une grande disponibilité dans tous les domaines, un grand potentiel de développement des relations dans tous les domaines. Et notamment, nous travaillons sur la visite d'une délégation du Bénin en Turquie, une visite d'opérateurs économiques à la fin du mois de janvier, ce qui aussi contribuerait au développement des relations bilatérales. Le centre de formation professionnelle de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre célèbre son tout premier anniversaire. Occasion pour l'école de faire le bilan de ses activités. Lenaïka Bazaou pour le compte-rendu. C'est un exposé sur les activités pédagogiques du centre qui a inauguré la célébration de l'an 1 du CFP-AGPAOC, centre de formation professionnelle de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre. L'événement réunit ici les usagers de l'école et les responsables de l'administration portuaire. En 12 mois, on a déjà réussi à faire ramener presque une vingtaine de ports qui donc fréquentent à nouveau le centre pour pouvoir faire la formation de leur personnel. Et ça fait presque 150 dirigeants, enfin directeurs ou chefs de service en représentant les 10 ports qui ont fréquenté Cotonou. Un an d'activité intense. Le ministère de tutelle se dit satisfait des prestations du centre. Depuis 12 mois, la nouvelle équipe en charge de la gestion du centre s'est évertuée à mener des réformes hardies en vue de faire de lui un centre incontournable dans le secteur. Des transformations profondes ont été opérées sur plusieurs plans, en particulier sur les contenus des modules de formation proposés. La rencontre est placée sous le thème « Quelle politique de croissance verte pour les ports en vue du développement de l'économie bleue dans le golfe de Guinée ?» au regard du soutien dont bénéficie le CFP-AGPAOC de la part des Nations Unies. S'agissant de l'économie bleue, les échanges devront certainement nous permettre d'identifier le rôle que devra jouer les différentes parties prenantes pour la promotion de l'économie bleue, c'est-à-dire la gestion efficace de l'exploitation économique et durable des ressources des océans et des mers, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable afférents à cette thématique. La rencontre de ce jour devra nous permettre de définir une feuille de route en vue de renforcer les politiques publiques afin que les ports soient adaptés aux nouveaux enjeux écologiques
et favoriser l'approche écosystémique et intégrée des espaces marins et côtiers. Après seulement 1 an de fonctionnement, des résultats élogieux sont à l'actif du centre et les responsables n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Présentation de vœux du nouvel an du recteur de l'université d'Abomey-Calavi à la communauté universitaire. L'autorité rectorale a par ailleurs renouvelé son engagement au personnel administratif et aux étudiants pour la bonne marche de ses activités. Axel Dancy, Ramatoulaouani. Comme à chaque début d'année depuis sa prise de fonction à la tête de l'université d'Abomey-Calavi, le recteur Maxime Dacruz sacrifie à la tradition, celle de présenter ses vœux de nouvel an au corps enseignant, au personnel administratif et aux étudiants. Dans cette arène scientifique, nous comprenons donc le souci de tous les acteurs de voir une UAC certes prospère, rayonnante et au service de la communauté nationale, sous-régionale et internationale, mais aussi une UAC qui favorise le développement personnel et donc l'épanouissement de chacun de ses membres. Le conseil rectoral que j'ai l'honneur de conduire et moi-même, nous vous souhaitons une bonne année 2020. Un souhait fort aux yeux de la communauté universitaire. Nos vœux pour vous en ce début d'année est que vous soyez davantage utile à la communauté universitaire et que dis-je au peuple béninois. J'appelle notamment de mes bons et sincères vœux pour cette année 2020 la paix sociale, de faire vivre ensemble notre université et d'y accomplir de belles réalisations au bénéfice de la jeunesse et de la société de notre pays. Monsieur le recteur, il faut souligner le non-respect par les entités de l'arrêté 034-2013 portant fixation des frais de délivrance des actes administratifs à l'UAC pour le bonheur de ces milliers de camarades étudiants. Cette occasion de présentation de vœux a été aussi le moment de décerner des lettres de félicitations et de reconnaissance aux plus méritants cadres des entités de l'université d'Abomey-Calavi. Un symposium s'est tenu ce mardi 14 janvier 2020 sur l'éducation à la santé sexuelle à l'heure du numérique. Au cours du symposium, experts, chercheurs et universitaires ont essentiellement échangé sur l'apport du numérique dans la promotion de l'éducation à la santé sexuelle des adolescents et jeunes. Fifame Salomé à Tadidji, Bénédicte Posso pour le reportage. Selon la dernière enquête EDS 2017-2018, une adolescente de 15 à 19 ans sur 5 est déjà enceinte ou déjà mère, surtout ici au Bénin. Une situation préoccupante pour le gouvernement et ses partenaires dans l'éducation sexuelle. Une préoccupation qui fait l'objet de la tenue du symposium sur la thématique « Éduquer à la santé sexuelle à l'heure du numérique au Bénin, état des lieux, défis et perspectives ». Les organisateurs de la présente rencontre et vous tous, acteurs, font déjà œuvre utile en conviant ici un parterre impressionnant de spécialistes pour débattre du thème proposé. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de répondre efficacement à toutes les inquiétudes des jeunes par des informations objective, sans jugement ni stéréotype. Avec l'appui des divers partenaires, l'engagement du gouvernement dans le déploiement du programme d'éducation sexuelle porte ses fruits. Les grossesses en milieu scolaire sont passées de près de 3000 en cours de l'année 2016, de la période 2016-2017, à moins 980 sur l'année scolaire 2018-2019. Le combat ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Dans cette perspective, le numérique peut contribuer à l'accélération de l'atteinte des résultats souhaités. Ce symposium donc offre une occasion particulièrement intéressante de débattre de cette révolution numérique sans précédent dans l'histoire de l'humanité et notamment de son impact sur l'éducation en général et sur l'éducation à la santé sexuelle des jeunes
en particulier. Il permettra plus spécifiquement d'explorer les pesanteurs de l'utilisation des TIC dans le contexte de l'éducation à la santé sexuelle des jeunes. Les conclusions et les recommandations issues de ce symposium vont permettre de mener davantage d'actions en vue de faciliter l'atteinte des objectifs de développement durable relatifs à l'éducation, au bien-être et à la santé à l'horizon 2030. La transe dans la pratique vaudou occupe une place primordiale. L'adepte qui danse en imitant des animaux ou qui tue une bête à l'aide de la dent au cours des manifestations, est-ce de la possession ou de la communication? Des explications à ces diverses pratiques dans le culte vaudou. C'est dans un reportage signé Ghislaine Boguet que vous suivrez dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 20h. Merci pour votre aimable attention.